Si je te disais que Martin avait un rêve, j'ai fait un cauchemar dont chaque détail m'a marqué, c'est ancré dans ma mémoire. Je me suis levé en sursaut avec cette sensation étrange d'être incapable de distinguer la réalité du songe. 2024, à peine 2 ans après que le petit Napoléon soit élu président. Son islamophobie n'est plus une rhétorique, c'est une façon de gouverner, c'est une politique. Censé grand remplacer le RN, les affaiblir et faire réélire Emmanuel. Il n'était qu'un pion, tout était prévu, du moins c'est ce qu'ils ont cru, mais il fut élu. Le pays est au bord de l'éclatement, les pauvres sont plus pauvres, les gilets jaunes sont rouges sang. Ils répriment le mouvement de façon brutale, prouvant aux naïfs qu'on peut être xénophobe et libéral. Les gueux qui ont cru en lui doivent reconnaître qu'ils ont changé de marionnette, mais pas de maître. Le petit Napoléon ne sera plus dans les campagnes, mais il sait prendre soin des très riches qui ont financé sa campagne. Les rappeurs sont sur la paille, le petit Napoléon ne supporte pas cette musique de racaille. Donc il fait fermer Skyrock, et soudainement, vu qu'ils ne font plus d'oseille, ils se remettent tous à faire du rap conscient. Arrive la jeune Mariam, qu'une nouvelle loi contraint d'être rebaptisée Marianne. Le cœur réchauffé de foi dans une France glaciale. Marianne a fait son choix, elle veut porter le voile. Ses parents s'y opposent, non pas par conviction, mais dans cette nouvelle France, quand on est musulman, il faut raser les murs, il faut se faire tout petit, ne pas montrer qu'on jeûne, ne jamais dire compris. Ce jour-là, Marianne revient de l'université. Son hijab bleu turquoise, elle a dû l'enlever à l'entrée, puis le remettre en sortant. Direction le stade, un moment d'évasion. Courir la rend moins maussade. Marianne explose tout sur 100 mètres. Sur cette distance en France, aucune fille ne lui tient tête. Mais dans la République du petit Napoléon, les sportifs comme Marianne se voient interdites de compétition. Marianne s'installe au fond du bus, sort de son sac un bouquin. Elle est censée descendre au terminus. Elle révise pour son examen. Mais le bus reste sur place. Marianne se demande ce qui se passe. Le cœur contaminé, le visage enlaidi. Le chauffeur fait du zèle, se retourne vers elle et lui dit: Madame, ici on est en France, vous devriez garder vos croyances dans la sphère privée. Si vous n'aimez pas nos mœurs, faites preuve de cohérence. Prenez vos babouches et vos claques, retournez vivre à Alger. Oui, c'est bien à vous que je m'adresse dans ce bus. Vous êtes la seule avec un bout de chiffon sur la tête. Soit vous enlevez votre voile, soit vous descendez. Moi je ne conduirai pas ce bus tant que vous y restez. Tels sont les mots qu'il lui jette à la figure. L'incompréhension et la peur la défigurent. Personne ne vole à son secours. À travers elle, c'est avec l'islam qu'ils veulent en découdre. La situation dégénère, vu que le bus ne bouge plus, les passagers sont sur les nerfs. Ils lui demandent de descendre, l'invective avec rage. Une femme qui se dit féministe lui crache en plein visage. Marianne se sent humiliée, perçoit des éclats de rire qu'elle ne pourra jamais oublier. Elle se débat sous les coups et les insultes fusent. Un homme lui arrache son voile avant qu'elle ne quitte le bus. La scène est filmée, postée sur la toile. Marianne devient un symbole, la vidéo devient virale. La fachosphère se lâche dans les commentaires. La bienveillance ne s'abrite guère dans des cœurs de pierre. Le pays est sous tension. On attend la prochaine allocution du président de tous les Français, espérant que pour une fois il saura faire preuve de compassion. Pas un seul mot pour Marianne, rien. Il va plus loin et rend hommage au maréchal Pétain. Là, des millions de Français descendent dans les rues pour protester contre cette France qu'ils ne reconnaissent plus. Je me surprends à penser qu'on peut encore être différent et français. Les hypocrites comme Eric Nolot sont exclus de la manif, accusés d'être complices, racistes passifs. Le mouvement est pacifiste, mais perturbé par des pro-napoléonistes. En marge du cortège, ils agressent la Sana, qui fut contraint de changer de nom, rebaptisé François.
François n'est pas un Français lambda, tout le pays connaît son visage. Car seulement quelques mois auparavant, au péril de sa vie, il avait sauvé Madame France d'un incendie. Pourtant Madame France ne se cachait pas de partager les mêmes idées que le petit Napoléon. Quand elle fut sauvée, Madame France fit son mea culpa, et les naïfs crurent de nouveau à la réconciliation. C'est la fin d'un symbole. Noyé dans son sang, François gît sur le sol. Le grand remplacement n'est plus une théorie. Comme en Nouvelle-Zélande, il engendre des tueries. Le sang de la Sama fait déborder le vase. Pire qu'en 2005, les banlieues s'embrassent. Les groupuscules identitaires, quant à eux, s'organisent. Le gouvernement laisse faire, la France se balkanise. Venus de toute l'Europe, les ultra-nationalistes font de la France une terre de combat. Aguerri, l'arsenal provient d'Ukraine. Qui dit guerre dit trafic d'armes au prix de nos larmes de peine. De l'autre côté, nos quartiers sont en ébullition. J'appelle au calme, mais j'ai l'impression que personne ne m'entend. Les bombes artisanales remplacent les cocktails. La mélodie que chantent les calaches est mortelle. Le petit Napoléon décrète un couvre-feu. Sous ses ordres, l'armée française investit les banlieues. Planqué à l'Élysée, le sourire aux lèvres, il compte les morts de la guerre civile dont il rêvait. Les extrémistes à l'affût passent à l'action. Ils voient en cela une occasion de diviser le pays. Se targuant de vouloir venger le sang des musulmans, ils commettent l'attentat le plus meurtrier de la décennie. On compte des morts par centaines. Je me sens désarmé face à tant de peine. Les espoirs de paix se volatilisent. Même les plus pacifistes se radicalisent. Ajoute à cela une nouvelle pandémie, beaucoup plus meurtrière que la dernière. Dans une guerre où nous sommes nos propres ennemis, où chaque jour à venir est bien pire qu'hier. J'ai fait un cauchemar. J'ai du sang plein la mémoire. Je me réveille en sueur. Est-ce que le monde réel est meilleur? Et dans la ville d'Austin, nous avons Taous Bounoual, études, chirurgie dentaire, c'est ça. Tanous Bounoual va nous rejoindre. Elle reçoit un chèque de 2000 €, mesdames et messieurs. Il y a aussi Majdoub Soumia qui va nous rejoindre, études de médecine, mesdames et messieurs, qui reçoit un chèque de 2000 €. On a Nita Argent, Tilaï Nathan, prépa HEC, qui reçoit un chèque de 1000 €. On a Morgane Gomis, infirmière anesthésiste, qui reçoit un chèque de 2000 €. Et pour terminer, on a Naïl Boutaleb, licence d'informatique, qui reçoit un chèque de 1000 €, mesdames et messieurs. Alors, qui va parler en votre nom? Ce sera Morgane Gomis. Bonsoir à tous et à toutes. Alors premièrement, je tenais à vous remercier du plus profond du cœur de la part de tous les Stanois. On est les futurs infirmiers, docteurs, dentistes, architectes de demain.
On continue de garder espoir. On est des jeunes issus de banlieue et on tient à construire la France de demain.